Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est la possibilité de faire du traitement directement à bord de l'avion. Et donc, en mettant des capacités d'IA, mais qui est très spécifique, parce qu'on doit mettre ça dans un environnement où on a très peu droit à consommer de l'énergie. On n'a pas un data center. Bonjour Philippe Quérier. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie, recherche et technologie chez Thales. Thales, grand groupe d'électronique impliqué dans la défense nationale. Vous fabriquez des équipements pour les militaires, également pour les civils, on va en parler. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut servir et être utilisée dans les matériels que vous fabriquez ? Déjà, la première chose, c'est que même si on a décidé d'accélérer nos efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est pas un sujet qui est nouveau pour nous. Ça fait des dizaines d'années que nous travaillons sur le sujet. Par contre, on a pensé que c'était effectivement le bon moment pour, d'une part, mutualiser, mais aussi accélérer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que, quelque part, l'intelligence artificielle, ça a le potentiel de pouvoir être disons, ce mot anglais, ce game changer, ou vraiment une révolution pour la performance de nos produits. En fait, ce qui s'est passé quand on regarde, mais c'est vrai aussi bien dans le monde du civil que dans le monde de la défense, c'est qu'on a fait énormément de progrès sur la numérisation des capteurs. C'est-à-dire, en fait, on a des capteurs qui sont de plus en plus précis, qui donnent de plus en plus d'informations. Mais qui dit de plus en plus d'informations, dit un déluge de données, et ce déluge de données, il faut bien pouvoir le traiter. Et quelque part, le déluge de données dépasse maintenant la capacité d'analyse des humains, et donc quelque part se faire aider dans une prise d'aide à la décision, ou pour ne serait-ce qu'améliorer même la performance d'un capteur, est quelque chose d'absolument essentiel. Et là, l'IA peut être un superbe outil pour le faire. Ce que vous appelez capteurs, en fait, ce sont des équipements spécifiques, par exemple des radars, des choses comme ça. Des sonars, des éléments de guerre électronique. Ça peut être aussi des centrales inertielles dans un avion de ligne. Voilà, c'est ce qu'on appelle les capteurs. C'est des choses qui vont permettre de mesurer un certain nombre d'éléments. C'est de la physique, en l'occurrence. Et on convertit la physique en numérique avec des informations qu'on est capable d'interpréter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, bien sûr. Et je vais vous donner des exemples parce qu'en fait, déjà, la première chose, c'est que l'IA chez Thales, elle est assez différente de l'IA qu'on peut imaginer à plein d'autres endroits, ou de l'IA que vous utilisez tous les jours, ne serait-ce que pour trouver des éléments dans des photos. Parce qu'en fait, Thales, on a une spécificité, c'est qu'on travaille pour des environnements critiques. On travaille pour effectivement les armées, mais on travaille aussi pour le contrôle de trafic aérien. On travaille pour les avionneurs en mettant des équipements à bord des avions. Et ça veut dire que quand on introduit de l'intelligence artificielle, elle doit avoir certaines spécificités qui font que on doit assurer qu'on sait ce qu'elle va dire et ce qu'elle va faire. Donc, c'est la transparence de l'intelligence artificielle. Ça veut dire aussi qu'on doit très souvent embarquer cette intelligence artificielle à l'intérieur d'endroits qui peuvent être soit des capteurs, soit des centres où on n'a pas toujours des capacités de calcul infinies et même quelquefois extrêmement limitées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'embarquabilité de cette intelligence artificielle. Par exemple, à bord d'un avion. Donc, pour prendre premier exemple, vous prenez aujourd'hui un avion de chasse, typiquement un Rafale. On voit très bien qu'on a fait d'énormes progrès sur, prenons ce qu'on appelle le pod, qui est un pod optronique. Quelque part, c'est une très grosse caméra, très précise, qui est capable de prendre un grand nombre d'images à la seconde. Mais qui dit énormément d'images à la seconde fait que soit on fait du traitement une fois qu'on a stocké les données et puis on le fait au sol, mais maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est la possibilité de faire du traitement directement à bord de l'avion. Et donc, en mettant des capacités d'IA, mais qui est très spécifique, parce qu'on doit mettre ça dans un environnement où on a très peu droit à consommer de l'énergie. On n'a pas un data center. Et donc, résultat, ça permet d'analyser automatiquement les images. Et il y a toujours le pilote, c'est une aide à la décision, parce que ça va venir lui indiquer des points d'intérêt avec une interface homme-machine très, très claire, qui va le permettre de lui dire, regarde là, ou voilà, il y a intérêt à regarder un peu plus précisément à tel ou tel endroit. Pour la navigation ou pour la Non, c'est aussi potentiellement pour de la reconnaissance, c'est-à-dire de pouvoir détecter automatiquement toutes les zones ou les endroits qui peuvent être des zones d'intérêt. D'accord. Ça ne se faisait pas avant ? Alors, ça se faisait avant, mais ça se faisait en prenant toutes les images et ensuite, dans une mission de reconnaissance, on analysait au sol les images qui avaient été enregistrées. Après coup. D'accord, ok. Donc, on imagine, effectivement, vous l'avez dit, contrainte. Comment est-ce que vous faites, du coup ? Est-ce que c'est pas de l'IA au rabais que vous embarquez à bord des avions ? Je dirais que c'est presque
c'est presque un petit peu le contraire. Déjà, la première chose, c'est que, bon, il y a plein de types d'IA, mais en fait, nos environnements font que l'IA qu'on va utiliser nous apporte des contraintes supplémentaires. Et les contraintes supplémentaires, c'est pas forcément de diminuer leur puissance ou de diminuer la performance, c'est surtout de dire, est-ce que je suis capable de travailler sur des couples à la fois logiciels et matériels qui vont faire que je vais faire pouvoir avoir 99% du résultat d'un algorithme qui aurait des capacités de calcul illimitées, donc 99% du résultat, mais en consommant 100 fois moins. Donc voilà, et ça, c'est le type de choses et de problèmes qu'on se pose. Le deuxième problème qu'on se pose, c'est que, et c'est là où c'est pas du tout une IA au rabais, c'est vraiment que quand on veut intégrer de l'IA dans des systèmes critiques, on ne peut pas avoir une IA sur lequel qui est une IA boîte noire. C'est-à-dire, grosso modo, très souvent, elle nous propose de bonnes décisions, mais on ne sait pas pourquoi les décisions sont bonnes ou pourquoi de temps en temps elles se trompent. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une IA qu'on dirait explicable. Et ça se fait au travers de technologies où on va quelque part utiliser différents types d'IA. De l'IA certes basée sur les données, mais aussi de l'IA basée sur des règles. Et on va hybrider les deux ensemble. Et en hybridant, on va avoir une explicabilité du raisonnement de l'IA quelque part. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'imaginer de pouvoir qualifier de l'IA dans des systèmes d'armement ou aussi à terme, de certifier de l'IA dans des avions, parce que l'endroit le plus régulier au monde, c'est comment on intègre en fait des logiciels dans un avion de ligne, où là, on a besoin d'une certification. Vous avez un autre exemple Alors, bien sûr, un exemple, alors je vais aller dans un exemple, cette fois-ci système. Prenons aujourd'hui un centre de gestion du trafic aérien. En fait, le centre de trafic ou le contrôleur aérien va avoir des outils qui lui permettent d'organiser en fait le séquencement des atterrissages de tous les avions qui arrivent dans sa zone. Et aujourd'hui, en fait, on a des règles extrêmement claires et explicites de ce qu'on a le droit de faire avec des algorithmes très complexes. Et en particulier, vous pouvez pas mettre un petit avion trop proche d'un gros avion parce que vous allez avoir des turbulences et donc ça vous fait une organisation du séquencement qui est très complexe à faire. Ça, on le fait par des algorithmes qui sont des algorithmes explicites. On le fait aujourd'hui. On a des outils d'aide à la décision. C'est pas forcément les plus performants. Par contre, ce qu'on est en train de faire, et on travaille directement avec l'autorité de certification qui est l'EASA en Europe, est de pouvoir avoir à côté en fait de ce système des systèmes basés sur l'intelligence artificielle qui font des propositions. Et c'est ce qu'on appelle un séquenceur. Et en fait, on va avoir une proposition pour le contrôleur aérien qui va dire, en fait, si tu faisais cet avion, tu gagnerais en fait à la fois du temps, parce que quelque part, ça permet de séquencer mieux les avions. Ils vont moins tourner en l'air, et donc, quelque part, on va aussi minimiser la consommation des avions, qui est aussi un objectif très important pour la planète. Et donc, résultat, in fine, on va avoir une proposition auquel ils n'auraient pas pu penser. Mais l'intérêt aussi, c'est que cette proposition, on la réinjecte en fait dans le calcul formel pour vérifier que cette proposition respecte bien toutes les règles formelles et donc in fine, il peut appuyer sur le bouton et dire c'est cette proposition que j'accepte. Oui, donc c'est l'homme qui garde la Absolument, décision. le contrôle avec un check que toutes les règles ont bien été respectées. Mais il garde le contrôle pour combien de temps? Aujourd'hui, c'est le discours que vous tenez aujourd'hui. Est-ce que demain, on va pas aller logiquement vers encore plus de délégation à la machine et d'automatisation? Alors, je pense que les champs d'application où on ira, je dirais, dans des endroits où il y aura une forme de délégation, en fait, dans nos métiers, elle est extrêmement limitée. Parce qu'on sait que, pardon, les avions civils et j'imagine aussi militaires font déjà une grosse part, laissent une grosse part à l'automatisation. Oui, alors en fait, on a des formes effectivement d'autopilote, mais il y a toujours un moyen effectivement de contrôle. Ce qui est extrêmement important, c'est toujours quelque part d'avoir une forme, et c'est bien pour ça que je pense que l'IA, le mot intelligence artificielle fait peur. Elle n'est pas du tout là pour se substituer à l'humain. Elle est là quelque part pour assister l'humain dans la prise de décision. Et je pense que c'est l'énorme différence que l'on a avec nos systèmes critiques, parce que de toute façon, nous, la part de l'humain et la responsabilité de l'humain est absolument fondamentale dans tous les métiers où on opère. Encore un exemple, éventuellement, vous avez autre chose? Ah oui, alors je peux prendre, je vais en prendre deux. Ouais.
Je vais prendre par exemple le fait que dans un avion de patrouille maritime qui est en charge de regarder d'immenses zones, vous envoyez un ATL2 et vous avez un radar qui est capable de remonter des foultitudes d'informations et vous avez à bord de cet avion différents opérateurs qui regardent en fait les informations radar et ce qu'on voit très bien, c'est que avec l'aide de l'IA, on est capable de pouvoir scanner en fait de façon automatique toutes les informations données par le radar et de pouvoir amener à l'opérateur des zones d'intérêt qui vont lui permettre de regarder telle ou telle chose. L'IA va pouvoir aussi être capable d'être programmée pour dire je veux rechercher des bateaux de cette taille-là. Et lui, automatiquement, les algorithmes vont aller chercher dans toutes les images qu'il retrouve de façon à pointer vers l'opérateur toutes les choses qui peuvent, entre guillemets, ressembler à ce type de caractéristiques. Donc ça, c'est un exemple. Après, je peux aller dans d'autres exemples qui sont prenez très, très embarqués. Vous prenez, par exemple, on travaille avec une start-up française qui s'appelle Green Waves, qui fait un composant qui permet d'embarquer des algorithmes IA, mais qui peuvent être intégrés directement dans des écouteurs, par exemple. D'accord. Et ça permet de faire de l'annulation de bruit, mais en consommant quelques milliwatts, et dans lequel vous imaginez tout le bénéfice quand vous avez des environnements bruités, des opérateurs qui travaillent avec beaucoup de bruit autour, ou des soldats sur le champ de bataille, et c'est directement intégrer leurs équipements. Mais ça fait mieux que les AirPods d'Apple? En fait, c'est à peu près le même principe, mais si ce n'est que c'est très appliqué à nos environnements de défense. Ouais, bien sûr. Alors peut-être un dernier point sur lequel, alors c'est pas un exemple en tant que tel, mais il est absolument fondamental pour nous et je voudrais insister en fait sur la cybersécurité de l'IA. J'allais vous poser la question, évidemment. C'est la question qu'on se pose. Et voilà. Et pour nous, c'est un métier. Vous voyez très bien aussi le lien qu'on a fait entre monter vraiment en gamme et en puissance, où on est un grand acteur de la cybersécurité. On a 5800 à peu près experts de cybersécurité chez Thales, parce que quelque part, l'IA augmente la surface d'attaque. Puisque en fait, avant, on avait du logiciel, on pouvait entre guillemets sécuriser le logiciel. Là, en fait, quand on parle d'IA, on parle d'une surface d'attaque sur le logiciel, mais aussi sur les données, sur lesquelles en fait le logiciel a été appris. Et là, pour nous, quelque part, on peut dire que cybersécuriser l'IA est la condition sine qua non pour pouvoir introduire de l'IA au sein de nos systèmes critiques. Et c'est pour cette raison que vraiment, on dédie une partie de nos efforts de cybersécurité sur la cybersécurisation de l'IA, et en plus avec une volonté de travailler à toutes les étapes de la chaîne de développement, dès la conception sur les données, sur la cybersécurisation des algorithmes, mais aussi sur son utilisation sur le terrain. Alors l'IA, c'est du logiciel, mais ce sont aussi des calculateurs, des processeurs, des semi-conducteurs. Vous ne fabriquez pas tout ça. Donc j'imagine que vous l'achetez ailleurs. Comment vous assurez qu'il n'y a pas de système d'espionnage à l'intérieur ? Alors, on n'est pas fournisseur de supercalculateurs, par exemple, et on n'est pas non plus fondeur de processeurs. Alors, néanmoins, je mets une petite parenthèse, dans certaines de nos activités, on a nos propres capacités de design de puces. C'est ce qu'on fait par exemple dans des puces de cybersécurité, ce qu'on fait dans la division Digital Identity et Security. On a notre capacité à faire nos propres ASIC, nos propres puces, sur lesquelles qui vont nous permettre d'avoir à la fois de la souveraineté, de l'indépendance, de créer du double sourcing. Donc on a cette capacité. Maintenant, très souvent, il est vrai qu'on a tendance à aussi utiliser ce qui se fait de mieux dans le monde. Quelque part, j'utilise le mot, c'est vrai sur le logiciel, c'est vrai sur le matériel. Utilisons quand nous pouvons et développons quand nous devons. Voilà. Et devons, c'est pour des raisons de souveraineté ou des raisons de performance, où là, on peut adapter des choses. Et pour des raisons de souveraineté, ce qu'on peut être amené à faire, c'est d'utiliser en fait des composants nus, des composants tout à fait basiques, sans rentrer dans la technique. C'est des composants qu'on peut programmer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, le composant, quand il arrive, comme il est non programmé, il n'a pas de propriété intellectuelle à l'intérieur. Et donc, c'est des composants tout à fait, je dirais, du marché neutre, du marché commercial. Et donc, ça nous donne en fait cette sécurité de pouvoir avoir l'exportabilité, d'avoir la propriété de ce que nous voulons faire et de ce que nous pouvons faire. Et par ailleurs, tout ce qu'on amène en compétences dans sa programmation, en fait, est en fait ce qui va créer le composant in fine, qui est celui qu'on va utiliser dans nos systèmes. Et donc, pour prendre cet exemple,
en prenant un composant nu que nous programmons, c'est celui qu'on embarque dans l'exemple que je prenais du pod Talios sur le Rafale, et on l'a appelé le Thales Neural Processor, qui est quelque part un composant nu programmé par Thales, spécialisé pour l'algorithme particulier de ces observations et de ces analyses d'images. Vous parlez du Rafale, on peut dire que le Rafale de 2024 est plus intelligent que le Rafale de 2014. Ah ben, en fait, quand on regarde tout système de défense, tout porteur, et c'est vrai pour le Rafale, et c'est vraiment je dirais la beauté de cet avion, il a évolué au cours des différents standards du Rafale. C'est pas vrai seulement avec des technologies numériques comme l'IA, c'est qu'en fait, il a été équipé au fur et à mesure de nouveaux systèmes, je dirais, de mesure, de systèmes d'observation, de nouveaux systèmes. Même le radar, entre le premier Rafale et le Rafale d'aujourd'hui, le radar a évolué, celui que Thales fournit. Maintenant, c'est un radar à antenne totalement numérique qui est multimission. Et puis, le Rafale, au travers de ces différents standards, continue à s'enrichir fonctionnellement et qui maintient cet avion comme étant, je dirais, l'emblème quelque part et je dirais le succès qu'on lui connaît. Et pour prendre un exemple précis, quand je vous parlais du pod Talios, on n'est pas en train de parler de développement, on n'est pas en train de parler de recherche, on est en train de parler de programme d'armement où en fait ce pod Talios dopé à l'IA va être intégré dans le standard F4 du Rafale. Donc on est vraiment dans l'implémentation. Est-ce qu'on est au même niveau que les autres pays, les États-Unis, la Chine, dans ce domaine? Alors, je vais pas forcément parler pour l'IA de façon générale, parce que je ne me sens pas du tout en mesure ou en capacité d'en parler, parce que je ne connais pas les différentes verticaux, les moyens. Donc, je vais pas prendre position là-dessus. Les métiers que je connais mieux, c'est les métiers de Thales, c'est-à-dire les verticaux de Thales, la défense, la sécurité, l'aéronautique et la sécurité, l'identité numérique et le spatial. Et donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que quand on se mesure dans les compétitions internationales, en fait, l'IA n'est pas un marché en tant que tel. L'IA est un moyen de continuer à maintenir nos propres produits et solutions au meilleur niveau mondial. Et quand je vois aujourd'hui comment on se compare vis-à-vis de je dirais de nos concurrents internationaux, le mieux c'est de regarder les compétitions qu'on peut avoir à l'export, où les gens ils achètent ou pas des radars Thales ou des sonars Thales ou ou tel produit. Et c'est toujours un mix de hardware, de capacité, de physique, de logiciel et d'IA. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on se sent tout à fait à l'aise. Je dirais dans le concert international et on continue et on a plein de domaines chez Thales où on est soit parmi les leaders et soit parfois les leaders de certains de ces marchés. Alors, on comprend bien que l'IA dont vous parlez, c'est pas l'IA générative de ChatGPT que tout le monde peut utiliser. Ce sont d'autres formes d'intelligence artificielle. Ça va très très vite dans ce secteur, en tout cas dans l'IA générative. Est-ce que ça va aussi vite dans les IA que vous utilisez et est-ce que c'est pas extrêmement difficile de suivre la cadence en fait? Alors oui, l'IA va très vite. Peut-être un petit point de correction, c'est que en fait, on travaille sur tout le spectre de l'IA et il y a, par exemple, dans des centres de commandement, quand vous voulez analyser, je dirais, ce qu'on appelle du langage naturel et faire des propositions, on peut être amené à utiliser aussi des IA génératives, y compris dans les domaines où on opère. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est que, bien entendu, elles auront été intronées sur des sets de données qui vont être un peu particuliers. On va utiliser des environnements qui vont être plus sécurisés, mais on ne s'interdit pas, dans certaines des applications système, d'utiliser de l'IA générative. Et je dirais par contre, ce que l'on voit, c'est que tout avance à peu près, je dirais, à la même vitesse, et on voit, y compris dans nos domaines critiques, et c'est bien la raison pour laquelle on a décidé de se mutualiser, d'accélérer, de renforcer nos équipes, c'est que les choses vont très très vite, et quelque part, le tempo d'introduction de l'IA a tendance à accélérer. Ouais. Et une question également qu'on se pose inévitablement quand on parle d'IA dans ces domaines-là, c'est par rapport à l'armement pur. Il y a quelques années, j'avais interviewé votre PDG, Patrice Kane, à propos des armes automatiques. C'est la machine qui décide ou non d'ouvrir le feu. Alors, il m'avait assuré que c'était pas du tout à l'ordre du jour chez Thales. On sait également que c'est pas la doctrine française officielle. Mais le monde bouge beaucoup, ça va très très vite. Est-ce qu'on est toujours sur cette ligne-là et est-ce qu'on pourrait le rester? Alors,
Je dirais d'autant plus, alors comme vous le dites, c'est que des systèmes d'armement, on est très aligné avec la doctrine des pays où on opère. Et quelque part, on a la chance d'opérer en France et dans un certain nombre de pays, je pense au Royaume-Uni et ainsi de suite, qui ont une doctrine très claire sur le sujet. Et donc, quelque part, je dirais, ça réconcilie l'éthique et quelque part la doctrine de nos clients, et quelque part, c'est très bien. Et le deuxième élément, c'est que très souvent, et je dirais tout le temps, c'est que l'introduction de l'IA, et en particulier de solutions d'autonomie, se fait au travers de systèmes qu'on appelle ISR, qui sont plutôt des systèmes de reconnaissance, des systèmes de surveillance, c'est-à-dire tout ce qui permet de remonter des informations plus précises pour pouvoir permettre à l'humain ensuite d'engager une décision qui peut être une décision d'utiliser tel ou tel effecteur. Donc ce que l'on voit, c'est que nous, quand on parle d'autonomie, d'utilisation de l'IA sur des systèmes autonomes, on est vraiment en train de parler, et je pense en particulier aux drones, à des drones de reconnaissance qui sont capables de remonter des informations. Mais qui n'ouvrent pas le feu tout seul. Aujourd'hui, ensuite, la décision est toujours dans la chaîne d'un humain qui prend cette décision. Mais techniquement, les équipements peuvent le faire. Aujourd'hui, les équipements sont développés en ligne avec les doctrines et je dirais à la fois nos clients nous demandent et quelque part l'éthique nous impose, et c'est complètement aligné. Encore une question, Philippe Carrier. L'avenir, le futur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous imaginez comme développement supplémentaire pour les années à venir? Je vais peut-être... Et aussi bien dans le militaire que dans le civil, même, oui, peut-être. alors je vais peut-être utiliser deux choses. C'est que je pense qu'avec tous les travaux que nous faisons, et ça, ce serait vraiment quelque chose que l'on n'a pas vu encore, c'est avoir la possibilité d'utiliser des algorithmes d'IA hybrides ou qui intègrent une partie de données dans des environnements certifiés. Parce que autant qualifier une IA, faire en sorte qu'on sait s'assurer qu'elle marche aussi bien qu'un algorithme classique, ça, on commence à avoir des méthodologies pour le faire. Embarquer une IA dans un avion de ligne qui serait certifié par une autorité de certification, ça, c'est des travaux qu'on a commencés et sur lesquels je pense qu'il nous faudra peut-être encore un petit peu de temps. On n'y est pas, mais je pense que ce serait une vraie avancée. Le deuxième élément, c'est que je pense que la physique et le numérique progressent toujours en même temps. Et pourquoi on a besoin d'IA, c'est parce qu'on a dépassé la capacité cognitive des humains. Et donc, on a besoin d'outils pour les aider à prendre un certain nombre de décisions. Parce que dans un déluge de données, on n'est plus capable de les interpréter par une seule personne ou même plusieurs personnes. Et en fait, ça, c'est pas prêt de s'arrêter parce que la prochaine révolution dans les capteurs, c'est la physique quantique. Et là, on est en train de parler d'ordre de magnitude où un capteur pourrait être 1000 fois plus précis ou donner 1000 fois plus de données. Et là, qui dit 1000 fois, dit qu'on va encore devoir faire des révolutions sur l'interprétation des données, et donc l'IA en particulier. Merci beaucoup, Philippe Carrier, directeur stratégie, recherche et technologie chez Thales. Merci.